Les exécutions des gardiennes du camp de concentration de Stutthof, le 4 juillet 1946, 200 000 personnes se rassemblèrent sur une colline près de la ville de Gdansk, en Pologne. Face à eux, une rangée de potences symbolisait la justice pour les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. 11 figures attachées attendaient leur destin. Parmi les condamnés se trouvait Johann Pauls, le commandant du camp de concentration de Stutthof, accompagné de 10 de ses officiers les plus fidèles. 5 d'entre eux étant des femmes, aucune n'était âgée de plus de 25 ans. Ces jeunes femmes avaient joué un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'un des camps de concentration les plus infâmes du régime nazi. Mais qu'est-ce qui les avait poussés à collaborer à un système de cruauté aussi impitoyable? Étaient-elles des victimes de leur époque, des produits d'une idéologie qui avait déformé leur vie, ou avaient-elles pris des décisions conscientes qui les avaient transformés en instruments d'un des chapitres les plus sombres de l'humanité? Aujourd'hui, nous explorerons comment ces femmes se sont retrouvées au cœur de l'horreur, les crimes qu'elles ont commis au nom du Troisième Reich et le chemin qui a conduit à leur capture et à leur exécution. À travers cette analyse, nous démêlerons non seulement leur histoire, mais aussi l'impact qu'elles ont laissé dans un monde qui luttait pour comprendre l'ampleur des crimes commis. Bienvenue dans Wartime Archive. Marche de la mort vers le camp de concentration de Stutthof. Avec plus de 100 000 prisonniers tout au long de son histoire, le camp de concentration de Stutthof fut un pilier du système de terreur nazi en Europe de l'Est. Cet endroit sombre ne fut pas seulement le théâtre de crimes de guerre brutaux, mais profondément lié au rêve expansionniste d'Adolf Hitler, le soi-disant Lebensraum, ou espace vital. Ce concept impliquait l'éradication de communautés entières, de slaves, de juifs et de roms, pour faire place à une utopie raciale allemande. Cependant, la brutalité et les conditions extrêmes de ce camp en ont fait un symbole de la déshumanisation absolue caractéristique du régime nazi. Stutthof, bien que peu connu dans le monde occidental, fut un rouage clé dans la machine génocidaire de l'Allemagne nazie. Situé à environ 30 km à l'est de Danzig, aujourd'hui Gdansk, en Pologne, le camp a rapidement vu le jour après l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Initialement conçu comme un camp d'internement, son emplacement stratégique, entouré de cours d'eau comme la Vistule, la baie de Gdansk et la mer Baltique, facilitait à la fois le transport et l'évacuation des prisonniers. À ses débuts, Stutthof détenait principalement des Polonais non-juifs jugés politiquement dangereux. Cependant, il ne tarda pas à devenir un lieu de terreur systématique. À la fin de 1939, des officiers des SS forcèrent des prisonniers politiques polonais à creuser des fosses communes pour des patients mentaux transférés depuis des hôpitaux de Prusse occidentale et de Poméranie. Sous les ordres de Kurt Heimann, ces patients furent exécutés d'une balle dans la nuque et enterrés dans la forêt voisine. Pour éliminer les témoins, les SS exécutèrent également les prisonniers qui avaient creusé les fosses. Cet épisode atroce marqua le début d'une escalade de violence qui définirait Stutthof. En novembre 1941, le contrôle du camp passa à la police de sécurité sous le commandement de Reinhard Heydrich. Stutthof fut désigné comme un camp de travail forcé, mais en janvier 1942, après une visite de Heinrich Himmler, il fut officiellement classé comme camp de concentration. Ce changement l'aligna pleinement avec la machine génocidaire nazie, et à partir de 1944, son importance dans le système des camps augmenta de manière exponentielle. Durant ces dernières années d'exploitation, Stutthof connut une expansion massive. Un camp spécial pour femmes fut établi, et des dizaines de gardes, tant allemands qu'auxiliaires ukrainiens, furent assignés à la surveillance des prisonniers. Les mesures de sécurité furent renforcées avec des clôtures électrifiées remplaçant les fils barbelés. Pendant cette période, des milliers de Juifs provenant des ghettos de Pologne, de Lituanie et de Lettonie
furent transférées à pied lors des fameuses marches de la mort. Ces marches, s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, étaient brutales et causèrent d'innombrables morts. À la fin de l'été 1944, la population de Stutthof atteignit son apogée avec plus de 60 000 prisonniers, dont 20 000 femmes juives ayant survécu aux horreurs d'Auschwitz-Birkenau. Dans ces derniers jours, alors que la défaite du Troisième Reich devenait inévitable, les SS tentèrent de dissimuler les preuves de leurs crimes en démolissant la chambre à gaz et en évacuant les prisonniers. Cependant, environ 100 prisonniers parvinrent à se cacher et à survivre jusqu'à l'arrivée de l'Armée rouge le 9 mai 1945. Ces personnes, ainsi que les installations encore intactes, devinrent des preuves clés lors des procès pour crimes de guerre ultérieurs. Stutthof, avec son histoire d'horreur et de résistance, reste un rappel sombre de la cruauté du régime nazi et de la souffrance indescriptible de ses victimes. Tueuses en talons hauts, les femmes du Troisième Reich, le parti nazi a déployé des efforts considérables pour attirer les femmes dans ses rangs et les endoctriner avec les idéaux du régime. Dans ce but, Adolf Hitler a nommé Gertrude Scholz-Klink à la tête de la direction des femmes du Reich. Sa mission principale était d'inculquer aux femmes la devise nazie « enfant, cuisine, église » et de s'assurer qu'elles adhéraient au rôle traditionnel de genre promu par le régime. Dès leur plus jeune âge, les filles étaient préparées à accepter ce modèle de vie. En mars 1939, il devint obligatoire pour les filles de 10 ans de s'inscrire à la Ligue des jeunes filles, une branche féminine des jeunesses hitlériennes. Par la suite, à 14 ans, elle rejoignait la Ligue des jeunes filles allemandes, connue sous l'acronyme BDM en allemand. Le BDM visait à endoctriner les jeunes filles dans l'idée que leur rôle devait se centrer sur la famille, le mariage et la maternité, les encourageant à avoir autant d'enfants racialement purs que possible. Bien que les politiques publiques du Troisième Reich exaltassent le rôle des femmes mariées et dévouées à leur foyer, les femmes célibataires étaient également considérées comme une ressource essentielle pour l'État. Avec moins de responsabilités familiales, ces femmes pouvaient consacrer plus de temps et d'efforts à des activités en dehors du cadre domestique. Lorsque la guerre commença en septembre 1939, les exigences envers les femmes augmentèrent drastiquement. Dans un discours devant le Reichstag, Hitler appela toutes les femmes à participer activement à la communauté de combat du peuple allemand. Ce message fut renforcé dans l'annuaire du BDM de 1940, qui contenait des chansons patriotiques, des citations inspirantes et des photos de jeunes souriantes participant aux activités du mouvement. Le message était clair: toutes les femmes, quel que soit leur âge, devaient naître prêtes à contribuer à l'effort de guerre. À mesure que les hommes étaient envoyés sur le front, un besoin urgent de personnel féminin se fit sentir pour combler diverses fonctions au sein de l'appareil militaire et administratif du Reich. Ces femmes, connues sous le nom d'auxiliaires ou d'aides féminines, jouaient un rôle crucial dans l'armée allemande, la marine, la force aérienne et les redoutés SS. Chacune de ces branches établit ses propres systèmes de formation et attribua des tâches spécifiques à ces aides. Beaucoup de ces femmes travaillaient dans les domaines de la communication, opérant des radios, des téléphones et des téléscripteurs, des tâches essentielles pour maintenir le flux d'informations dans les vastes territoires contrôlés par l'Allemagne. Au total, environ 8000 femmes servirent dans des rôles de communication durant la guerre, et au moins 3000 furent spécifiquement formées comme auxiliaires DS occupant des postes clés dans les bureaux administratifs. Cependant, de nombreuses autres femmes jouèrent dans des rôles encore plus sombres et directement liés aux atrocités du régime. Environ 3500 femmes travaillèrent comme gardiennes dans les camps de concentration, où une hiérarchie stricte de commandement était établie.
Ces femmes, connues sous le nom d'aide DSS ou SS Helferinnen, étaient organisées dans 12 niveaux d'autorité. Au sommet de cette structure se trouvait la superviseure principale, un rang atteint par une seule femme dans le camp de Ravensbrück. D'autres niveaux comprenaient les chefs de camp, les superviseurs seniors et les premières gardiennes, qui supervisaient les opérations dans les camps plus petits. Les positions les plus basses incluaient les chefs de bloc, les superviseurs de travail, les guides de chiens et enfin les gardiennes régulières. Certaines de ces femmes, motivées par l'ambition ou le fanatisme, gravirent rapidement les échelons, jouant des rôles significatifs dans les opérations des camps. Le recrutement de ces femmes s'intensifia à mesure que la guerre avançait et que le besoin de personnel dans les camps de concentration augmentait. Dans de nombreux cas, des jeunes filles âgées de seulement 20 ans assumèrent des responsabilités qui incluaient la supervision des travaux forcés, les punitions brutales des prisonniers et même la participation à des exécutions. Les mesures désespérées du régime entraînèrent une expansion massive des opérations d'extermination, et ces femmes devinrent des rouages essentiels dans le fonctionnement de la machine de mort nazie. La combinaison d'un endoctrinement précoce, de la pression sociale et de la structure hiérarchique du régime permit à ces femmes, qui dans d'autres contextes auraient mené des vies ordinaires, de devenir les auteurs de certains des crimes les plus atroces de la Seconde Guerre mondiale. Les jeux sinistres d'Ewa Paradis. Parmi les femmes occupant les rangs les plus bas dans le système de Stutthof, on trouve Ewa Paradis, une jeune femme dont l'histoire est marquée par des décisions qui l'ont menée au cœur des atrocités les plus cruelles du régime nazi. Née en décembre 1920 dans une famille protestante allemande de la ville polonaise de Lauenburg, aujourd'hui Leborg, Ewa a vécu une enfance ordinaire jusqu'à ce qu'elle décide d'abandonner l'école en 1935 pour travailler, une décision qui correspondait parfaitement aux idéaux promus par le Troisième Reich. On ignore quels emplois elle a occupés durant ses premières années, mais à la fin des années 1930, elle avait déjà résidé dans plusieurs villes allemandes comme Wuppertal, Erfurt et sa ville natale, Lauenburg. Lorsque la guerre éclata en 1939, Paradis répondit à l'appel du régime nazi et chercha à s'impliquer dans l'effort de guerre. En 1944, elle rejoignit la Ligue des jeunes filles allemandes, BDM, et apprit bientôt que les SS recherchaient des jeunes femmes enthousiastes pour soutenir leur cause. Ce fut le début de sa transformation en l'une des figures les plus redoutées de Stutthof. En août 1944, alors qu'elle n'avait que 23 ans, Ewa fut envoyée au centre de formation SK3 de Stutthof. Là-bas, au cours d'un programme de préparation épuisant, elle apprit les tactiques de gestion et de contrôle des prisonniers, qui seraient appliquées de manière impitoyable. On lui enseigna des méthodes de punition physique, notamment frapper, donner des coups de pied et fouetter, des compétences que ses instructeurs s'attendaient à ce qu'elle utilise pour imposer respect et discipline. 2 mois plus tard, Ewa termina sa formation et fut affectée au sous-camp Bromberg-Ost, un complexe exclusivement féminin où elle laissa rapidement sa marque. Les actions d'Ewa à Bromberg-Ost révélèrent clairement sa volonté de mettre en œuvre ce qu'elle avait appris. Selon les témoignages présentés lors de son procès, Paradis attendait avec impatience l'arrivée de nouveaux prisonniers, qu'elle sélectionnait froidement pour des travaux forcés ou des exécutions. Lors des rassemblements matinaux, elle n'hésitait pas à frapper les prisonnières avec un bâton, prenant plaisir à exercer son pouvoir et à exploiter l'impuissance de ses victimes. Pendant les mois d'hiver, elle trouvait un certain plaisir à ordonner que les prisonnières dénudées soient arrosées d'eau glacée, les frappant violemment si elles tentaient de bouger. Sa cruauté ne passa pas inaperçue et impressionna même ses supérieurs, qui décidèrent de la transférer de retour à Stutthof, où ses compétences seraient mieux utilisées.
À Stutov, du début de 1945 jusqu'à sa fuite en avril, Ewa joua un rôle crucial dans les sélections quotidiennes, décidant qui devait être envoyé dans les chambres à gaz. Lors des jours les plus actifs du camp, jusqu'à 150 prisonniers pouvaient être exécutés, un processus qu'Ewa supervisait avec une apparente indifférence. Cependant, la menace de l'avancée soviétique perturba les opérations normales du camp, donnant lieu aux tristement célèbres évacuations. Le 25 janvier 1945, l'évacuation des prisonniers de Stutov commença. Plus de 50 000 personnes, pour la plupart des Juifs, furent forcées de marcher dans des conditions inhumaines vers l'ouest, dans ce qui est connu sous le nom de Marche de la mort. Avec les forces soviétiques resserrant leur étau, de nombreux prisonniers furent contraints de retourner au camp, tandis que d'autres étaient évacués par mer en avril de cette année. Lors de ces évacuations, des centaines de prisonniers furent exécutés, jetés à l'eau et fusillés, tandis que des milliers d'autres étaient transportés par bateau vers d'autres camps, comme Neuengamme. Ewa Paradis profita du chaos pour fuir avec un groupe de prisonniers qu'elle escortait vers le sous-camp de Lauenburg. On pense qu'elle embarqua plus tard sur un bateau pour Hambourg, ville où elle fut finalement localisée et capturée par l'armée soviétique. Après son arrestation, elle fut envoyée en prison pour affronter un procès visant à la tenir responsable des horreurs auxquelles elle avait contribué. L'histoire d'Ewa Paradis est un sombre rappel de la manière dont des individus ordinaires ont pu être transformés en outils d'un régime impitoyable, participant à des actes défiant les limites de l'humanité. La plus jeune des condamnées, Elizabeth Becker. Lorsqu'Elizabeth Becker fut exécutée aux côtés d'Ewa Paradis et d'autres officiers de Stutov, elle avait à peine 22 ans et était à quelques semaines de son 23e anniversaire. Née le 20 juillet 1923 à Neuwistow, une petite ville près de Danzig, elle n'avait jamais quitté la région où elle termina ses jours. Becker grandit dans une famille polonaise, mais adopta avec enthousiasme les idées du régime nazi. En 1938, elle rejoignit le parti nazi et la Ligue des jeunes filles allemandes, BDM, un groupe qui endoctrinait les jeunes filles dans les idéaux du Troisième Reich. À 16 ans, Becker semblait avoir trouvé dans le nazisme un but et un sentiment d'appartenance. Le déclenchement de la guerre entraîna des changements significatifs dans la région, et Becker se réjouit que sa terre natale soit intégrée au Troisième Reich. Dans les années qui suivirent, elle travailla dans l'agriculture dans sa ville natale. Mais en septembre 1944, elle décida de rejoindre le personnel du camp de concentration de Stutov. Quelques jours seulement après son arrivée, elle fut envoyée au sous-camp SK3, où elle occupa le poste de superviseur. Là-bas, elle participa activement aux sélections de prisonniers pour les chambres à gaz, un rôle qu'elle exerça sans montrer aucun signe de remords. L'un des crimes les plus atroces associés à Elizabeth Becker eut lieu lors des évacuations finales du camp. Le 5 mai 1946, rempli de prisonniers affamés, fut remorqué jusqu'au port de Klintholm-Havn, au Danemark. Sur les 370 prisonniers à bord, seuls 351 survécurent. Beaucoup d'autres, comme les milliers de personnes qui tentèrent de fuir pendant les évacuations de Stutov, périrent en chemin. On estime que plus de 25 000 prisonniers moururent durant ces évacuations, et les documents autorisant leur tragique destinée portaient la signature de Becker. Après avoir été capturée et traduite en justice pour crimes contre l'humanité, Becker tenta de faire appel de sa condamnation à mort. Dans sa requête, elle argumenta que, compte tenu de sa jeunesse, elle ne méritait pas la même peine que d'autres accusés ayant commis des crimes plus graves. Le tribunal recommanda de commuer sa peine en 15 ans de prison, reconnaissant que sa participation avait été moins active que celle d'autres accusés. Cependant,
La décision finale revint au président polonais Bolesław Bierut, qui rejeta l'appel. Becker fut condamné à la pendaison aux côtés de ses compagnons. L'exécution, menée avec une sombre efficacité, fut organisée par Aloisi Nowicki, vice-délégué de la prison de Danzig. Faute de ressources, les cordes utilisées furent net fabriquées par des prisonniers à partir de fibres végétales. Le manque de bourreaux professionnels marqua également ces exécutions. Au lieu d'utiliser des méthodes plus sophistiquées, les condamnés furent transportés sur le lieu de l'exécution dans des camions ouverts, les mains et les jambes y attachées. Les véhicules s'alignèrent sous les potences et les prisonniers furent placés à l'arrière des camions avec une corde autour du cou. Une fois prêts, les camions avancèrent, laissant les prisonniers suspendus dans les airs. Sans cagoule et avec une courte chute, les condamnés moururent par strangulation, un processus lent et douloureux. Les récits des témoins mentionnent que certains prisonniers luttèrent jusqu'au dernier moment. Un homme et 2 femmes résistèrent physiquement contre leurs gardes, bien qu'il ne soit pas clair si Elisabeth fut l'une d'entre elles. Le reste des condamnés accepta leur sort en silence, sans résister. Les exécutions furent observées par des milliers de personnes, dont des photographes de la presse officielle, qui documentèrent chaque détail pour les archives historiques. Le cas d'Elizabeth Becker, la plus jeune des condamnés, illustre comment même les individus les plus jeunes pouvaient être absorbés par le système nazi et participer à des actes d'une cruauté indescriptible. Son histoire est un sombre rappel de l'ampleur du fanatisme et des terribles décisions qui marquèrent une époque d'horreur sans précédent. La folie incarnée. Jenny Wanda Bachmann, le spectre magnifique. Jenny Wanda Bachmann fut l'une des dernières surveillantes à rejoindre le personnel de Stutthof, intégrant le camp en 1944. Malgré un séjour bref, elle laissa une empreinte indélébile en tant que l'une des gardiennes les plus cruelles et impitoyables. Née le 30 mai 1922 à Hambourg, en Allemagne, Bachmann provenait d'une famille modeste selon certains récits, bien que son enfance semble avoir été ordinaire pour l'époque. À 11 ans, Adolf Hitler devint chancelier, et à 16 ans, elle assista à la tristement célèbre Nuit de cristal à Hambourg, un événement qui marqua probablement sa vision du monde. Bachmann était reconnue pour sa beauté éclatante, un atout qu'elle prévoyait initialement utiliser pour entamer une carrière de mannequin. Cependant, avec le durcissement de la guerre, elle décida de rejoindre le régime nazi. En 1944, à l'âge de 21 ans, elle demanda à devenir surveillante et fut affectée à Stutthof. À cette époque, le camp accueillait la moitié des 100 000 détenus qui y passeraient durant la guerre. Parmi les 55 000 personnes servant comme gardes dans les camps nazis, Bachmann fut l'une des 3 700 femmes à occuper un poste de surveillante. Mais elle ne se contenta pas d'être une simple exécutante, elle se distingua rapidement par sa brutalité. Surnommée le spectre magnifique par les prisonniers et certains collègues, Bachmann faisait preuve d'une cruauté insensible et illimitée. Elle battait les détenus avec une brutalité telle qu'elle en tuait souvent et envoyait régulièrement femmes, enfants et personnes âgées dans les chambres à gaz si elle les considérait trop faibles pour travailler. Son sadisme et son mépris pour la vie humaine firent d'elle l'une des figures les plus redoutées de Stutthof. Lorsque l'Armée rouge libéra Stutthof en 1945, Bachmann parvint à se cacher durant plusieurs mois. Elle fut capturée en mai de cette année dans une gare de Danzig alors qu'elle tentait de fuir en train. Pendant son emprisonnement et son procès, son comportement montra clairement qu'elle ne ressentait aucun remords. Elle flirtait avec ses gardiens, changeait de coiffure quotidiennement et affichait une indifférence apparente envers les accusations portées contre elle. Elle affirma même avoir bien traité les prisonniers et sauvé certains d'entre eux
des affirmations rapidement réfutées par les témoignages. De nombreux survivants de Stutov témoignèrent non contre elle, décrivant avec des détails déchirants son sadisme et les actes de brutalité qu'elle avait commis. Bien que son avocat tentât de plaider qu'elle souffrait d'un trouble mental, le tribunal conclut que ses actions étaient délibérées et reflétaient son engagement envers le régime nazi. Durant le procès, Barkman resta détendu, voire désinvolte, riant à plusieurs reprises et refusant de demander pardon. L'exécution de Barkman aux côtés d'autres officiers de Stutov fut annoncée 3 jours avant l'événement. Les médias de Danzig publièrent la date et l'heure, invitant le public à assister aux pendaisons. Des milliers de personnes se rassemblèrent, y compris des travailleurs ayant obtenu un jour de congé pour y assister. La tension dans la foule était palpable, et les condamnés furent accueillis par des huées et des jets de pierres à leur arrivée en camion découvert sur le lieu de l'exécution. Lorsque vint le moment de l'exécution de Barkman, le camion censé avancer pour la laisser pendre refusa de démarrer, provoquant la frustration de la foule. Dans un rebondissement inattendu, un ancien prisonnier de Stutov surgit parmi les spectateurs et poussa Barkman hors de la plateforme, mettant immédiatement fin à ses jours. Alors que son corps pendait, de nombreuses personnes dans la foule tentèrent de prendre des fragments de ses vêtements ou des boutons en guise de souvenir. Son cadavre, comme ceux des autres criminels exécutés, fut envoyé au théâtre anatomique de Danzig pour être utilisé comme matériel éducatif par des étudiants en médecine avant d'être éliminé comme déchet biologique. L'histoire de Jenny Wanda Barkman, connue sous le nom de Le Spectre Magnifique, est un rappel sombre de la manière dont la jeunesse et la beauté peuvent devenir des outils de destruction lorsqu'elles sont combinées au fanatisme et à la cruauté. Ces actes à Stutov firent d'elle un symbole de la brutalité du régime nazi et un exemple des horreurs perpétrées dans les camps de concentration. Les derniers gardiens de Stutov, procès 2000, 18 à 2021. La justice pour les victimes de Stutov ne s'est pas arrêtée avec les exécutions de 1946. Les crimes contre l'humanité étant imprescriptibles, plusieurs décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains responsables ont continué à être traduits en justice. L'un des cas récents les plus notoires est celui de Johann Rehboug, identifié et jugé en 2018 à l'âge de 94 ans. Il avait servi à Stutov entre 1942 et 1944 et, en raison de son âge de moins de 21 ans à l'époque, il a été jugé devant un tribunal pour mineurs à Münster. Rehboug a été accusé de sa participation au meurtre de plus de 100 prisonniers polonais et de 77 prisonniers de guerre soviétiques, tués au Zyklon Bay. Un autre cas important a eu lieu en 2019, lorsque Bruno D., un ancien garde SS, a été condamné à 93 ans. Il avait servi à Stutov entre 1944 et 1945 et a été reconnu coupable d'avoir contribué à la mort de plus de 5000 prisonniers. Malgré son âge avancé, la condamnation de Day a marqué un tournant dans la quête de justice tardive pour les survivants de l'Holocauste. Cependant, le cas qui a attiré le plus d'attention ces dernières années est celui d'Irmgard Fürchner, une ancienne secrétaire du camp de concentration de Stutov, jugée en 2021. À 96 ans, elle a été accusée de complicité dans le meurtre de plus de 11 000 personnes. Malgré son âge avancé, Fürchner a tenté de fuir lorsqu'elle a été informée de son inculpation. Résidant dans une maison de retraite à Quickborn, près de Hambourg, elle a appelé un taxi dans l'intention de s'échapper, mais a été arrêtée quelques heures plus tard et placée en détention. Par la suite, elle a été équipée d'un bracelet électronique pour éviter une nouvelle tentative de fuite. Le procès de Fürchner s'est tenu devant un tribunal pour mineurs, car elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle a commencé à travailler à Stutov
comme secrétaire du commandant Paul Werner Hopp. La tension médiatique y était si grande que le tribunal a dû se déplacer dans un entrepôt préfabriqué en périphérie de la ville pour accueillir le public et garantir la sécurité du procès. Lors des audiences, Fürchner a seulement pris la parole pour confirmer son nom et son adresse, refusant de répondre aux questions. Toutefois, les crimes du camp étaient largement documentés et ne nécessitaient pas son témoignage pour être prouvés. L'un des procédés les plus macabres révélés au cours du procès était le système utilisé pour tuer les prisonniers par tromperie. Les détenus étaient conduits dans une salle sous prétexte de mesurer leur taille, mais ils étaient en réalité positionnés pour être abattus dans la nuque depuis une pièce voisine par un membre d'essai déguisé en médecin. En 2 heures, une trentaine de prisonniers pouvaient être assassinés de cette manière. Les corps étaient aspergés d'eau, transportés et incinérés peu après. En outre, les horreurs des chambres à gaz ont été détaillées, où le Zyklon B était utilisé pour exterminer les détenus, beaucoup mourant dans d'atroces souffrances en tentant de se griffer ou de s'arracher les cheveux. Le tribunal a conclu que, de par sa position administrative clé et la conception compacte du camp, Irmgard Fürchner était parfaitement consciente des assassinats de masse et des autres atrocités commises à Stutthof. Malgré son âge, elle a été reconnue coupable et n'est plus une femme libre. Bien qu'elle atteigne 100 ans en 2025, son cas symbolise l'engagement continu à rechercher justice pour les victimes, même plus de 7 décennies après les faits. De nombreuses femmes ont joué des rôles proéminents et terrifiants dans les camps de concentration nazis. Des figures telles qu'Ilse Koch, la sorcière de Buchenwald, et Irma Grese, la hyène d'Auschwitz, sont devenues tristement célèbres, mais on ne peut ignorer les 5 gardiennes de Stutthof qui ont affronté la justice en 1946. Ces femmes, pour la plupart jeunes, à peine âgées d'une vingtaine d'années, ont commis des crimes atroces, étant directement responsables de la mort de dizaines de milliers de personnes dans le nord de la Pologne, occupée. Leurs actions et la jeunesse avec laquelle elles les ont perpétrées nous laissent une leçon profondément troublante. Au-delà des uniformes, ces femmes incarnaient la capacité humaine à embrasser le mal sous sa forme la plus brutale. Leurs histoires sont un sombre rappel que le mal peut surgir à tout moment et prendre de nombreuses formes, y compris celle d'une jeune femme apparemment ordinaire, séduisante ou réservée. Nous ne devons jamais oublier les vies qu'elles ont détruites, ni la responsabilité de ceux qui ont contribué à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire.